Vous faites bien de choisir Héritage Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Voici pour vous les principaux titres. Ami de Kinshasa, depuis longtemps, Museveni ne cesse de surprendre l'opinion. Lui qui a à l'époque permis au M23 d'utiliser l'Ouganda comme base arrière pour l'attaque de la RDC. Kampala a décidé de réouvrir sa frontière avec la RDC dans la cité de Bunagana, frontalière de l'Ouganda, contrôlée par le M23, une décision controversée et qui profite aux rebelles. Et puis en justice, environ 100 magistrats de la promotion 2025 a tenu un sit-in le jeudi 10 juillet 2025 devant les ministères des Finances et du Budget situés au centre financier de Kinshasa. Ces magistrats expriment leur mécontentement face aux détails d'affectation, à l'absence du paiement de leur salaire 4 mois après avoir été nommés. Et voilà tout pour le sommaire. Ouvrons déjà ce premier titre, malgré un accord attendu dans les prochains jours entre Kinshasa et Kigali à Washington. Les parlementaires américains ont récemment présenté un projet de résolution à la Chambre des représentants américains posant 9 conditions fermes à l'égard de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles le respect strict de la Constitution. Gédéon Kassongo nous en dit plus. Alors qu'un accord bilatéral majeur entre la République démocratique du Congo et les États-Unis est attendu dans les prochains jours, le temps durci à Washington, des parlementaires américains en coordination avec la Maison-Blanche et les départements d'État ont récemment présenté un projet de résolution à la Chambre des représentants posant 9 conditions fermes à l'égard du gouvernement congolais. Au cœur de ces recommandations, les parlementaires exigent le respect absolu de la Constitution, notamment en ce qui concerne la limitation des mandats présidentiels. Toute tentative de modification ou de contournement de cette clause fondamentale serait considérée comme une violation grave de l'ordre démocratique. Le projet de résolution appelle également Kinshasa à cesser immédiatement tout soutien direct ou indirect aux groupes armés non étatiques. Cette exigence fait écho aux accusations persistantes de l'implication des certains acteurs congolais dans des alliances militaires douteuses, notamment dans les zones de conflit à l'est du pays. Les parlementaires insistent par ailleurs sur le respect des principes démocratiques, des droits humains, ainsi que l'arrêt des poursuites judiciaires arbitraires à l'encontre des opposants politiques, journalistes et membres de la société civile. La résolution recommande au président américain d'imposer des sanctions sévères contre les responsables congolais impliqués dans les actes de corruption, les groupes armés actifs dans la région tels que le M23, les FDLR et les ADF, accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Des mesures restrictives des visas et des sanctions économiques ciblées sont proposées à l'encontre des individus et entités jugés responsables d'atteintes graves aux droits humains et des détournements des fonds publics. Ces recommandations américaines qui ont été saluées par l'opposant congolais et autorité morale du parti Ensemble pour la République Moïse Katumbi sonnent comme un avertissement clair aux autorités congolaises. Elles conditionneraient en partie la conclusion et la mise en œuvre des coopérations en cours des négociations entre Kinshasa et Washington. Et puis, alors que le président Trump a annoncé la rencontre dans les jours à venir entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, visant à signer un accord de paix définitif pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé son désaccord face à cette initiative américaine dans une sortie médiatique le jeudi 10 juillet 2025, soulignant que ces tentatives similaires en Ukraine n'avaient pas abouti. Suivez le cardinal Ambongo dans ses propos choisis par Gédéon Kassongo. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations.
Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités des puissants de la planète et présente aussi 10 demandes spécifiques avec des appels à l'action, y compris une série d'efforts entrepris par l'Église catholique elle-même. En tant qu'Église en Afrique, nous nous engageons à renforcer la spiritualité de l'attention, à former les nouvelles générations à une éthique écologique et à construire une alliance intercontinentale du Sud pour dire d'une seule voix: le temps de l'indifférence est révolu. Nous devons nous réveiller. L'Afrique veut vivre, l'Afrique veut respirer, l'Afrique veut contribuer à un avenir de justice et de paix pour toute l'humanité. Et elle le fera avec sa foi, son espérance et son invincible dignité. Merci à vous d'avoir écouté cette voix qui vient de la périphérie, mais qui parle au cœur. Puis, comme annoncé au sommaire, Museveni ne cesse de surprendre l'opinion. Et lui qui a toujours permis au M23 d'utiliser l'Ouganda comme base militaire pour attaquer la RDC autrefois. Pourtant, qu'il soit allié de la RDC, Kampala a décidé de réouvrir sa frontière avec la RDC dans la cité de Bunagana, qui est frontalière à l'Ouganda. Une décision controversée et qui est jugée favorable aux rebelles. Jean Bayou nous en dit plus. Le président ougandais assume de plus en plus son double jeu d'ami-ennemi de la RDC. En juin 2022, son pays, l'Ouganda, a été utilisé comme base arrière par les M23 pour attaquer Bunagana et prendre son contrôle. Partenaire de Kinshasa dans le cadre des opérations militaires contre les terroristes ADF dans la province de l'Ituri, Kampala ne cesse de renforcer ses effectifs déployés sur le sol congolais, comptés à ce jour à 6 000 hommes de troupes, dont certaines s'y trouveraient en dehors de zones convenues, selon le dernier rapport des experts de l'ONU. Il y a 2 jours, sous la surprise générale, Kampala a annoncé la réouverture de sa frontière avec la RDC dans la cité de Bunagana, occupée par la rébellion. Une décision à travers laquelle Kampala légitime le pouvoir du M23, selon plusieurs analystes. Cette réouverture arrange les affaires de chefs rebelles. Bunagana pourrait alors servir de passage pour l'évacuation des ressources minières vers l'Ouganda. Ces postes, qui aidaient à mobiliser jusqu'à 12 000 $ américains par jour, pourraient alors être une source de financement pour la rébellion. Avec cette ouverture, la facilité des ravitaillements est également assurée. Malgré son partenariat avec le gouvernement congolais, l'Ouganda a toujours fait l'objet de fortes accusations de soutien à la rébellion du M23. De nombreux rapports de l'ONU l'ont d'ailleurs attesté. Mais aux yeux de Kinshasa, Museveni reste un partenaire, même si sur le terrain, le constat est pourtant clair. Kampala, comme Kigali, joue ses cartes dans les coulisses. Et puis, dans un rapport rendu public ce vendredi en juillet 2025, l'Observatoire des dépenses publiques révèle une gestion scandaleuse de l'argent du Trésor. Selon ce document, près de 70% du budget national de 2024, soit environ 10 milliards de dollars américains sur les 14 milliards prévus, ont été engloutis dans le paiement des salaires, les primes, la logistique et le fonctionnement des institutions. Boniface Munga nous en dit plus. L'ODEP établit un bilan plutôt anti-pauvre sur l'exécution du budget 2024 dans son récent rapport. Ces rapports, signés comme il est toujours d'usage par le PCA de cette organisation, le professeur Florimond Mouteba, que le transfert et les subventions, rétrocession aux provinces et secteurs sociaux manquent de lisibilité et n'ont été que partiellement exécutés, aggravant ainsi le déséquilibre entre les institutions centrales et entités décentralisées. Par ailleurs, le fonds de péréquation s'inscrit à hauteur de 1957 milliards de francs, qui équivaut à 771,84 millions de dollars américains, conformément à l'article 181 de la Constitution, n'a pas l'objet d'aucun décaissement sur toute l'année 2024.
Le rapport de l'ODEP démontre en effet le grave faiblesse de notre gouvernance budgétaire qui ne reflète pas le droit des Congolais garanti par la Constitution ni les changements gouvernementaux qui s'inscrivent dans la loi des finances 2024. Cette mauvaise gouvernance, ajoute Mouteba, continue à privilégier la logique administrative, la souveraineté institutionnelle au détriment de la souveraineté sociale, avant tout comme moteur, acteur et bénéficiaire du développement et de la justice distributive. Pour rappel, le budget 2024 a été adopté sous la loi numéro 23/056 du 20 décembre 2023, reposé en effet sur une enveloppe globale de 14,7 milliards de dollars américains, articulée autour d'une promesse présidentielle de transformation structurelle de l'économie. Pourtant, cette ambition se confronte dès le premier semestre à des fortes contraintes opérationnelles qui s'est traduit à une faible mobilisation de recettes extérieures, des blocages institutionnels dans la chaîne d'engagement et des liquidations, une instabilité dans la coordination des politiques sectorielles et un déséquilibre croissant entre le besoin de province et les dépenses effectivement décaissées. Bref, les populations congolaises n'ont pas reçu ce que leur avait été promis. Toujours au cœur de l'actualité, un groupe d'environ 100 magistrats de la promotion en 2025 a tenu un sit-in le jeudi 10 juillet 2025 devant le ministère des Finances et du Budget situé au centre financier de Kinshasa. Ces magistrats expriment leur mécontentement face au délai d'affectation et à l'absence de paiement de leur salaire 4 mois après avoir été nommés par une ordonnance présidentielle en date du 28 mars 2025. Robert Moutem nous en dit plus. Ils dénoncent les retards dans leur affectation et les non-paiements de leur salaire 4 mois après leur nomination par ordonnance présidentielle du 28 mars 2025. Il s'agit d'une centaine de magistrats de la promotion 2025 qui ont organisé un sit-in jeudi 10 juillet devant le ministère des Finances et du Budget au centre financier de Kinshasa. Parmi les 2500 magistrats nommés, ceux présents à Kinshasa affirment avoir réussi leur notification officielle, mais aucune affectation ni rémunération ne leur a été accordée depuis. Sous la surveillance de la police, les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol dans une ambiance marquée par les sifflets et vuvuzela. Face à la mobilisation, un conseiller du ministre du Budget est descendu de l'immeuble pour proposer une séance de travail ce vendredi, invitant les magistrats à constituer une délégation. Ces derniers, s'exprimant sous anonymat, ne comprennent pas pourquoi les instructions du président de la République données en Conseil des ministres pour leur mécanisation n'ont toujours pas été exécutées. Dans un communiqué officiel, les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature rappellent que les revendications doivent passer par la hiérarchie judiciaire. Ils mettent en garde les magistrats contre les manifestations publiques, précisant que des poursuites disciplinaires pourraient être engagées contre ceux qui s'obstinent à manifester dans la rue. Et puis la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 ont clôturé leur année académique, leur année scolaire 2024-2025, son bulletin de fin d'année. Ce manque de délivrance de ce document scolaire est dénoncé par plusieurs parents qui n'ont reçu que des billets à la place des bulletins originaux. Cette situation touche également les chefs des établissements scolaires qui ont quand même proclamé les élèves avec les moyens de bord. Marc Machaka a fait le constat. Au niveau de la procédure de passation des marchés. Le retard dans la distribution des bulletins scolaires pour l'année 2024-2025 continue à susciter plusieurs questionnements dans le chef de certains parents. D'après les autorités du ministère de l'Éducation nationale, cette situation découle d'un blocage administratif lié à un retard dans la passation du marché public. Et vous savez, généralement dans ce domaine là-bas, il faut respecter tous les délais, etc. Et donc, quelques retards se sont invités, mais les dispositions étaient déjà prises avant pour qu'on ne se retrouve pas au jour de la proclamation sans bulletin. Il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à s'agiter. Nous avons pris ces dispositions et les provinciaux sont à pied d'œuvre.
Dans plusieurs établissements, les cérémonies de proclamation de fin d'année n'ont pas connu l'atmosphère festive habituelle. Le manque de ces documents scolaires a pénalisé certaines manifestations. Dans quelques écoles publiques et privées, les parents ont dû recevoir les résultats de leurs enfants verbalement, d'autres sur papier ordinaire. Une solution temporaire qui, bien qu'utile, ne fait pas consensus. Alors, nous avons essayé de faire comprendre aux parents et à nos enseignants. Et le 2 juillet, nous sommes parvenus à proclamer 100 bulletins cartonnés. Nous avons proclamé avec les bulletins archives, donc les bulletins en papier duplicateur. Ce sont les bulletins qui nous ont servi des documents officiels pour l'année 2024-2025, selon les instructions des autorités. Nous avons expliqué aux parents et certains parents ont compris, certains autres n'ont pas voulu comprendre cela. Il y en a qui cherchent à se renseigner par-ci, par-là, savoir si est-ce que réellement toutes les écoles n'avaient pas livré les bulletins. C'est ça même la problématique qui est dans plusieurs écoles aujourd'hui. Il y a des gestionnaires d'écoles qui sont en difficulté parce que les parents ne comprennent pas l'essence de cette distribution des... Parlons société avant de refermer complètement cette édition du journal. Est-il nécessaire d'imposer à la femme le port du voile? La question continue de diviser et suscite de divers avis à l'occasion de la journée mondiale de femmes sans voile célébrée chaque 10 juin, tel que ce fut le cas hier. Notre correspondant depuis Butembo, Julien Voya, nous a proposé ce dossier. Suivez. Dans certains pays, quelques sociétés, voire quelques religions, le port de voile par une femme est imposé. Pour beaucoup d'entre eux, le port de voile par une femme s'explique par des raisons de sécurité, de pudeur, de dignité ou de loi. La célébration de la Journée mondiale des femmes sans voile, célébrée avec faste de l'année 2010, est donc perçue comme un symbole de liberté individuelle et de soutien aux femmes qui ont fait le choix de retirer le voile dans des environnements contraignants. Bien qu'un style vestimentaire reflétant une certaine dignité apparente, le voile ne devrait pas être imposé à la femme, selon certaines féministes, mais pour d'autres, tout est question de conviction. C'est aussi ce qu'estime Liliane Moussabouli, coordonnatrice des femmes leaders pour les progrès de la jeune fille, FELP-JF, une organisation féminine basée à Butembo. Personnellement, je n'ai pas l'habitude de mettre le voile. Je le mets rarement et circonstanciellement. C'est important que la femme mette le voile. Par exemple, quand elle est dans la cuisine, elle est en train de préparer à manger pour les gens. Elle doit se rassurer que sa tête est bien couverte de voile. Il y a aussi, par exemple, les femmes allaitantes. Quand elles portent le bébé au dos, il y a des femmes qui mettent des mèches qui vont jusqu'au dos. Des mèches que la femme peut prendre et commencer à mettre dans sa bouche, commencer à mettre dans ses yeux, ce qui n'est pas bien. Dans toutes les circonstances possibles, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Ces religions-là qui exigent vraiment aux femmes de couvrir la tête, nous ne les condamnons pas. Ça dépend de leurs convictions, ça dépend de leur foi, de leurs croyances religieuses et leur foi est individuelle. Pour nous autres, nous savons que nous pouvons garder la tête non couverte pour la gloire de Dieu. Nous pouvons mettre des mèches pour la gloire de Dieu et laisser la tête comme ça, non couverte, dans des circonstances qui ne nous exigent pas vraiment de couvrir la tête. Et notre conviction est que ce n'est pas un problème, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Rappelons que la Journée mondiale des femmes sans voile a été initiée par les militantes féministes d'origine iranienne et afghane, notamment à travers les réseaux sociaux. Cette initiative vise à soutenir les femmes dans leur liberté de choix vestimentaires et surtout dans les zones où le voile est obligatoire. Et c'était là notre correspondant depuis Butembo pour la journée des femmes sans voile célébrée chaque 10 juillet de chaque année. Et c'est par ce dernier titre que se clôture cette édition du journal. Voici pour vous le rappel des titres. Au sommaire, nous avons vu Museveni ne cesse de surprendre l'opinion, lui qui à l'époque a permis au M23 d'utiliser l'Ouganda comme base arrière pour attaquer la RDC. Il a décidé de réouvrir sa frontière avec la RDC dans la cité de Bunagana, qui est frontalière à la RDC, une décision contestée par l'opinion parce qu'elle est favorable aux rebelles du M23.
Et puis en matière de justice, un groupe d'environ 100 magistrats de la promotion 2025 a tenu un sit-in le jeudi 10 juillet 2025 devant le ministère des Finances et du Budget situé au centre financier de Kinshasa. Ces magistrats exprimant leur mécontentement face au délai d'affectation et à l'absence de paiement de leur salaire 4 mois après avoir été nommés par ordonnance présidentielle. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous le devons à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Le prochain rendez-vous est pour 19h.